Nouvelle-Calédonie, actualité. Toujours pas de budget primitif voté à la province des Îles. Aux loyautés, les entreprises qui travaillent sur les chantiers publics sont à la peine. Certaines ne sont plus payées. Jacques Lallier s'exprime sur cette situation dans un instant. À Koné, les initiatives se multiplient pour prévenir la délinquance. La mairie va déployer le dispositif de participation citoyenne et des associations de quartier se mobilisent pour créer du lien entre les jeunes et les familles. Nous développerons cette actualité ce soir avec Christian Poidja, quatrième adjoint de la mairie de Koné en charge de la sécurité. Bonsoir Christian. Bonsoir. Poursuivons notre feuilleton de la semaine au collège public de Wani à Wailou. Vous le verrez, la section football rencontre un vif succès. Ce n'est pas nouveau, mais les enseignants s'appuient sur cet outil pédagogique populaire pour dribbler l'échec scolaire. Et à la fin de cette édition, retrouvez Cédric Thia dans votre rubrique Wageri. Ce soir, il vous emmène à Bouraké, au cœur d'un élevage de cerfs. Malgré les difficultés que traverse cette filière, vous découvrirez tout un savoir-faire calédonien et des passionnés à l'œuvre. 9 jours, c'est le temps qu'il reste pour voter le budget de la province des Îles avant une reprise en main par l'État. Le président de la collectivité, Jacques Lallier, revient sur cette situation. Bloqué par une opposition d'élus UC et Palika, le président de la province des Îles s'interroge sur l'opportunité d'apporter sa voix au budget du gouvernement. Il doit, lui aussi, être adopté avant le 31 mars. Pendant ce temps, les impacts économiques se font sentir aux loyautés. Henri Nailolo a rencontré un gérant de société. Il vit mal la situation. Et là, les gars, ils sont en train de faire le coffrage pour les murs. Gérant d'une société spécialisée dans la charpente et couverture à Lifou depuis 2008, ce chef d'entreprise emploie environ 15 salariés. Ayant parfois des chantiers avec la province des Îles et la mairie, cette entreprise, déjà en difficulté, s'enfonce de plus en plus. Avec la province, on a un chantier, pas directement, mais en sous-traitant d'une société de Nouméa. Et je pense que lui aussi, il est impacté parce qu'il a même du mal à nous payer par rapport aux engagements que nous avons pris ensemble. Donc on le vit difficilement, le non-vote du budget. Dans les îles, quasiment tous les secteurs sont impactés directement ou indirectement. Alors, quel est le risque pour les projets en cours si le budget n'est toujours pas voté? Ça va être la discussion avec l'État dans la mise en place du budget, puis notamment la Chambre territoriale des comptes. Mais je souhaite quand même qu'on n'annule pas des projets. C'est ce qu'ils ont voulu faire. Par contre, j'avais prévu qu'ils nous autorisent à aller chercher des prêts pour, notamment pour l'aménagement des Oué, notamment pour l'aménagement du port de Khépéné, et puis d'autres compléments de dossier sur Mélec, puisque Marais et OVA, on a déjà investi à plus de 80% dans les 2 autres années pour rattraper le rééquilibrage. Le président de la province des Îles contre-attaque et menace même de ne pas voter le budget du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Déjà dans l'immédiat, le gouvernement a son exemple, son budget est déjà établi par l'État. Donc l'État va certainement mettre en place ce budget, et puis le président reste l'exécutif qui va exécuter. Mais je me demande toujours si, en tout cas aujourd'hui, je m'interroge toujours si je dois, avec mes partenaires qui me soutiennent, voter le budget de la Nouvelle-Calédonie. Les élus ont jusqu'au 31 mars pour voter le budget de la province des Îles, mais les chances sont rares. Au-delà de cette date, l'État prendra la main. Et face à cette situation, l'Union calédonienne s'est fendue d'un communiqué aujourd'hui. Le parti réclame, je cite, plus de discernement et d'objectivité. Les élus UCF et LNKS de la province des Îles sont appelés à voter sans délai de budget proposé par l'exécutif. En bref, parlons santé. Les infirmiers libéraux demandent 100 francs de plus par déplacement. C'est un des souhaits du syndicat des infirmiers à domicile que nous pouvons lire dans un communiqué. Le syndicat souhaite des propositions rapides et concrètes du gouvernement, sans quoi la grève se durcira. En attendant, aucun nouveau soin ne sera pris en charge avant le vendredi 31 mars. Un effet déjà ressenti aux urgences en flux tendu depuis plusieurs jours. Le service
doit gérer des patients qui jusqu'ici étaient pris en charge par les infirmiers libéraux. Ouvrons notre dossier à présent. Nous faisons le point ce soir sur les dispositifs mis en place pour faire face à la délinquance à Koné. Direction le lotissement des Cigales, après plusieurs faits de violence commis dans le voisinage, l'association de quartier tente de reprendre l'initiative. Pour faire baisser la tension, elle a fait appel au CMA Pouarawaro qui mène des activités culturelles. Elle anime des ateliers pour réunir les jeunes et leurs familles dans un moment de partage. Ismaël Ouakaseou s'est rendu sur place. Le quartier des Cigales, en périphérie urbaine de la ville de Koné, est victime d'une montée de violence. Les actes d'incivilité et de délinquance sont en recrudescence. Pour offrir une respiration face à ces fléaux, un dispositif de prévention a été mis en place. Le CMA Pouarawaro intervient à la demande de l'association de quartier. Différents ateliers proposés, couture, teinture, dessin ou encore confection de produits cosmétiques et médicinaux. Les gens, ils sont pas tout seuls dans leur maison, puis ils sont pas tout seuls pour vivre là, ce qui se passe, de rester enfermés, puis être en colère après l'autre. Ils viennent ici, puis après ils se disent, on discute. Pourquoi nos jeunes ils sont comme ça? Pourquoi nos enfants ils sont comme ça? Et à force de parler, on parle entre nous, et puis nous les structures qu'on a, nous Rapeta. Dans ce qu'on fait, c'est ça, on est là pour guérir. Du coup, on va faire un gel d'aloe vera avec le thym martiniquais, mais que vous pouvez masser l'enfant. En fait, l'activité que je présente en général, c'est pour travailler sur le bien-être. Le bien-être de la femme et de la famille aussi, surtout leurs sentiments par rapport aux enfants, par rapport à ce qui se passe à la maison, et essayer de travailler sur la confiance en soi et ce qu'on peut développer à la maison pour créer un espace de jeu pour les enfants à la maison. Parce que s'ils partent de la maison, en fait, c'est parce qu'il y a quelque chose à la maison qui travaille l'esprit, mais qu'ils n'arrivent pas à trouver l'espace pour pouvoir partager ces choses-là. Débuté le 13 mars, ces activités se poursuivent jusqu'à ce vendredi. Pour tenter de mieux comprendre les actions menées par la mairie de Koné en matière de prévention de la délinquance, Christian Poadja, 4e adjoint en charge de la sécurité, est avec nous. Christian Poadja, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. La situation était tendue dans le lotissement Les Cigales, mais pas seulement ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Ces initiatives associatives que nous venons de voir suffisent-elles ? Alors, c'est déjà une première réponse, et d'ailleurs, on ne peut que saluer ces initiatives, remercier ces deux associations, donc l'association de quartier et puis les CMA. Et oui, c'est effectivement qu'une première réponse. Il y a d'autres dispositifs qui sont en cours d'activation, donc c'est le cas du dispositif participation citoyenne. Exactement, c'est ça, finalement. Concrètement, en plus de ces ateliers initiés par les CMA et l'association de quartier, quelles actions alors proposez-vous en plus à l'échelle de la commune ? Vous en parlez. Alors, donc, on a un dispositif avec la gendarmerie, donc participation citoyenne, où là, justement, on va solliciter les citoyens pour être vigilants. Ils vont surtout intervenir sur le volet sécurité des biens et des personnes. Donc, c'est notamment pour lutter contre les vols qu'on connaît ces derniers temps dans nos quartiers, sur la commune. Et donc, c'est un dispositif cadré et qui met principalement en relation les citoyens et la gendarmerie. C'est une participation gagnant-gagnant. Enfin, on est vigilant à plusieurs. L'objectif, c'est vraiment ça, donc que les gens qui soient observateurs puissent communiquer à la gendarmerie quand il y a des faits qui sortent de l'ordinaire dans leur quotidien, et puis à contrario, la gendarmerie qui communique sur les exactions qui se passent aussi dans les quartiers en retour, pour justement informer au mieux la population sur ce qui se passe. Christian Poadja, donc vous venez d'évoquer on parle de participation citoyenne. Des réunions publiques de présentation de ce dispositif ont eu lieu la semaine dernière dans chaque quartier de la commune. Les administrés ont été nombreux à s'y rendre. Nous avons assisté à l'une d'entre elles. Écoutons le capitaine Pruvost, second commandant de la compagnie de gendarmerie de Koné, au micro d'Ismaël Ouakaseou. On réagit juste après. Le dispositif de participation citoyenne a pour objectif principal la lutte contre les cambriolages. Voilà. Et le fait de se créer un réseau de voisins référents
nous permet d'avoir des échanges privilégiés avec eux, leur passer les bonnes pratiques et à charge pour eux de les diffuser au sein de la population de leur quartier et de les informer également de l'actualité, des événements qu'on peut constater, notamment des phénomènes dits périples auxquels on peut être confronté, notamment à Koné. Voilà, le but étant de sensibiliser en temps réel la population et leur donner les bons outils pour réagir, se protéger et aussi nous donner en retour des informations qui peuvent nous intéresser au-delà sur les enquêtes judiciaires. Christian Poadja, alors on vient de le voir, les administrés, est-ce qu'ils sont prêts à s'impliquer dans ce dispositif et à devenir des voisins vigilants ? En tout cas, on espère fortement qu'ils soient prêts, parce que la sécurité, c'est quand même l'affaire de tous. Et donc, si aujourd'hui il y a un sentiment d'insécurité, on demande fortement à la population de s'impliquer parce que, comme je viens de le dire, la sécurité, c'est l'affaire de tous. Et il y a à la maison déjà un travail à faire. Ça a aussi un lien avec l'éducation qu'on donne aux enfants. Ça a aussi un lien avec sa posture et puis comment on se tient, la responsabilité qu'on a envers les autres et puis envers soi-même. Donc l'idée, c'est vraiment de remettre les gens face à leurs responsabilités et puis leur demander de s'engager pour que justement il y ait un meilleur vivre à Koné. Et alors, quand est-ce que ce dispositif sera lancé ? Alors très concrètement, on est sur les réunions publiques, donc on vient de voir avec le reportage, et on espère une mise en place très concrète en début avril. C'est en bonne voie, oui. C'est ça. Ok. Oui. Christian, dites-moi, dans Nouméa et le Grand Nouméa, des dispositifs de vidéoprotection sont déployés. Est-ce que la mairie compte faire de même à Koné ? Pour aller plus loin. C'est ça. Donc sur Koné, donc on a activé la démarche. Oui, et donc, de vidéoprotection, la mise en place de surveillance par des vidéos. Oui. Et donc des caméras doivent être installées, on l'espère, pour juin de cette année. Donc c'est des caméras qui vont être sur les axes principaux d'entrée-sortie du village pour justement pouvoir identifier les véhicules qui circulent avec la possibilité pour la gendarmerie d'avoir visibilité là-dessus. Et puis, normalement, le système qui est prévu, c'est la reconnaissance de plaques d'immatriculation. Donc, on est parti sur ça depuis. C'est la solution, selon vous, ou c'est encore une phase d'expérimentation et on voit si ça fonctionne, si c'est efficace ? C'est pareil, ça va pas régler les vols qu'on connaît tous, et donc ça va juste participer à retrouver les véhicules, à identifier où ils sont passés les voleurs, mais ça va pas résoudre les vols. Christian Poadja, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation et pour cet échange. Merci. Merci, à bientôt. C'est le moment de notre feuilleton de la semaine. Parlons football dans ce 3e épisode consacré aux actions bien-être pour les élèves du collège public de Wani à Wailou. La section foot pour les collégiens est un dispositif déjà bien connu aujourd'hui. Les effets bénéfiques de cet outil pédagogique se ressentent dans le développement des élèves. Il permet plus de concentration et d'assiduité dans les autres programmes scolaires. Voyez ce reportage d'Aurélie Chiron. Doucement la patte. Maintenant tu vas derrière, lui qui est derrière, il va te monter dans le couloir là-bas. Allez, couloir, on va te monter. L'équipe d'en face, elle va nous passer le ballon. Nous devons contrôler et que notre coéquipier de l'équipe d'en face, elle doit se démarquer. Nous, on doit le passer. Après l'échauffement, les enfants enchaînent avec un exercice technique. Sous le regard du professeur, les instructions sont données par Fiona, en formation pour le brevet de moniteur de football. On recommence. Vous allez bien écouter ce que je vais vous dire. Là, vous allez faire la passe, la première passe, vous allez la faire là-bas. Juan et ses camarades de classe forment l'équipe de U13 du collège de Wani. Tous sont licenciés au club communal Wailou Sport. Depuis que j'étais petit, ma mère m'avait inscrit dans le foot. J'avais toujours fait foot, j'avais fait club. Puis maintenant, je veux continuer. Continuer d'apprendre et se perfectionner, c'est possible grâce à cette option football. De la 6e à la 3e, au total, 40 élèves sont concernés par le dispositif.
Ouvert l'an dernier, les jeunes bénéficient de 3 à 4 heures d'entraînement par semaine. Une opportunité qui allie à la fois le sport et les études. Par rapport à une charte qui a été établie entre l'élève, les parents et le collège, on s'est mis un petit espace où on peut les sanctionner, on va dire avec comme un carton jaune. Et l'élève, pendant 2 ou 3 séances, ne participera pas aux séances. Et donc, si tu vois que ça ne va pas, il faut tout de suite descendre d'un cran au niveau de l'exercice. Okay. Outre le caractère dissuasif de la charte qui impose un comportement exemplaire, le niveau sportif s'est amélioré. On s'est aperçu depuis l'année dernière avec cette classe foot qu'il y a de meilleurs résultats dans le cadre des sports UNSS avec tous ces élèves, puisque justement ils ont une pratique sportive de quasiment entre 3 et 4 séances d'entraînement par semaine, plus les séances sportives au collège. On arrive à avoir des enfants qui sont beaucoup plus performants. 1 an après la mise en place de cette section sportive au collège de Wani, le bilan est positif. Tous les voyants sont au vert pour espérer poursuivre l'aventure. Demain, notre feuilleton se poursuit. Vous en saurez plus sur la classe défense, un dispositif déjà bien répandu à travers le pays, mais une toute nouvelle option pour les collégiens de Wailou. C'est l'heure de notre rubrique Wageli. Vous aurez donc certainement noté qu'il est de plus en plus difficile de se procurer du cerf sur les étals des boucheries. La filière de viande de cervidés rencontre des difficultés, pourtant quelques passionnés continuent de porter cette tradition calédonienne. Cédric Thia a suivi Charles Metzdorf, technicien chargé d'accompagner des éleveurs pas tout à fait comme les autres. On les retrouve sur une exploitation de Boulou-Paris. Il est 6h du matin, nous sommes à l'embranchement de Boulou-Paris et Bouraké. On m'a donné rendez-vous ici. J'attends Charles Metzdorf, technicien à l'EDEC depuis une vingtaine d'années. Charles, c'est 20 ans d'expérience. Aujourd'hui, on va le suivre tout le long de cette journée pour apprendre et comprendre son métier. Sa mission, dans quelques heures, rassembler les 80 têtes de cerf de Christian pour les camions de l'OCEF. Ça reste toujours des animaux sauvages. Ce ne sont pas des animaux qui sont apprivoisés comme un élevage bovin. Donc il y a toujours la sensibilité sur ces animaux-là, d'un état sauvage, sauter la barrière, faire des tours avant de rentrer là où on veut les amener. Charles, oui. Tu peux m'expliquer un peu comment ça va se passer? Là on va aller dans le Rhône où il y a les cerfs. Le Rhône, c'est quoi le Rhône? Le Rhône, c'est l'enclos, c'est là où ils sont dans le pâturage. Là où ils sont. Pour mieux comprendre, je vous ai préparé un croquis. Nous avons différents runs, des enclos où le cerf va se nourrir pendant 3 mois. On parle d'embouche. Ici, on trouve des cerfs capturés qui seront engraissés avant d'être poussés vers le couloir. Ils arrivent alors dans le diryard. Là, les bêtes sont examinées sous toutes les coutures, étiquettes, cornes, état de la bête, puis direction l'abattoir. Des fois ça va vite, des fois ça va... Des fois ça rentre du premier coup et puis des fois, voilà, t'es pas au bon endroit, t'es pas à l'endroit qu'il faut au bon moment, donc ça tourne. Donc faut être patient et puis aller doucement. Alors on va rentrer cela au derrière. Comme ils ont enquillé le couloir, on va pousser derrière. Allez, viens voir, Cédric. Viens avec moi. Ça y est, t'as compris le boulot, c'est clair. Ça, il va revenir. Aïe, tiens. On va le laisser. Recule-toi un peu. Pour cette première partie, pas le temps de rêvasser. Efficacité est le mot du jour. Avant de passer au niveau 2, arrêtons-nous sur l'élevage de cerfs en Nouvelle-Calédonie qui connaît de grandes difficultés. La filière cervidée existe depuis 1987. De Komaka à Boulou-Paris, une trentaine de professionnels alimentent le marché calédonien. En 2008, les autorités du secteur lancent une prime à la mâchoire et à la capture afin de réguler le nuisible. Et ça marche. Au niveau des captures, environ 25 000 cerfs ont été collectés et vendus aux éleveurs jusqu'en 2021. Mais à partir de cette date, tout s'arrête.
faute de trésorerie. La fin de la prime à la mâchoire met un coup d'arrêt à l'activité d'embouchage. L'an dernier, par exemple, seulement 170 ont été capturés, alors qu'en moyenne, elles tournaient chaque année autour de 3000 cerfs. Nous avons demandé l'avis à Christian, éleveur et président de l'EDEC, ce qu'il en pense. À mon avis, aujourd'hui, pour remonter la filière, la solution qui est à prendre, c'est de réouvrir la prime à la capture, pour inciter tous ces captureurs qui ne veulent pas faire d'élevage de cerfs, les inciter à nous produire, à nous fournir des cerfs du milieu naturel pour pouvoir les revaloriser chez nous, quoi. Voilà, dans nos parcs, quoi. On n'a pas besoin de chercher midi à 14h. On relance la prime à la capture, la filière, elle redémarre. Voilà. C'est bon, j'ai remis 4. Retour sur le terrain avec Charles. Cette fois-ci, on va faire attention à ne pas perdre un pied. Les bêtes vont être rassemblées au centre du diriard. Le technicien va vérifier les étiquettes, contrôler le poids de l'animal qui doit se situer entre 31 et 32 kg. Il faut aussi couper les cornes pour ne pas se blesser et toutes ces informations seront données à Christian. Ok, tu viens, tu te mets au milieu tout de suite. On est à combien dans le deuxième lot, 6. Ok. Tu mets 3 au cef. Charles a fini son tri. Les bêtes prennent place à bord des camions destination l'OCEF. Christian attendra les prochaines captures pour remplir de nouveau ses enclos. Quant à moi, j'ai goûté les sabots bien tranchants du cerf USA et je m'en souviendrai. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.